Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Antoine et ses copains aiment le rock pour un nouvel épisode avec mon invité ce soir qui est Benjamin Durand. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine. On s'attaque à un podcast très important puisqu'on va essayer de vous raconter un peu l'épopée de Sgt Pepper, enfin de vous raconter Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, album des Beatles, paru en 67. Donc c'est un exercice un peu difficile parce que beaucoup de choses ont déjà été écrites, vous avez vu plein de documentaires certainement, mais ceux qui ne connaissent pas peuvent se régaler de nos anecdotes, Benjamin. Elles seront nombreuses. Elles seront nombreuses. Donc comment ça se passe? Revolver est sorti, les Beatles partent en tournée, ils font le Japon à la fin du mois de juin, etc. Et puis ils font la dernière tournée américaine qui s'achève en août 66 à San Francisco au Candlestick Park. Candlestick Park, merci. C'est un peu ça. Donc là les Beatles décident, je crois même dans le car dans l'espèce d'auto qui les ramène de la scène à l'hôtel, que c'est terminé la scène, quoi. Enfin, oui, ils sont arrivés au bout du truc. Ils jouaient n'avaient plus aucun sens, en tout cas par rapport aux conditions, ouais. Aux conditions, à ce que ça pouvait être, à ce que ça pouvait avoir d'excitant. La polémique John Lennon et Jésus-Christ aux États-Unis. Dans la Bible Belt a fait tout le mal qu'on sait. Il y a eu l'épisode des Philippines, les violences et les menaces qu'ils ont reçues au Japon, etc. Donc voilà. Oui, et au Japon aussi, parce que quand on leur reprochait de venir profaner le lieu sacré du Budokan. C'était un endroit réservé aux arts martiaux, et c'était la première fois qu'il y avait un concert de rock, alors qu'aujourd'hui, tous les groupes passent par le Budokan. Oui. Donc voilà, une tournée où ils ont du mal ils font pas de morceaux de Revolver parce que c'est pas jouable sur scène, quoi. Non. Ils ont de plus en plus envie d'expérimenter en studio, etc. Et en fait là, après le mois d'août 66, il y a finalement un assez long, enfin il y a un petit break de 5 mois, je pense, où ils se séparent un peu tous, ils prennent un peu de recul. C'est à cette époque que McCartney bricole déjà des petits trucs électroniques. Oui, et puis il fait la bande-son de ce téléfilm qui s'appelle The Family Way avec George Martin. Love in the Open Air. Ça serait le single, effectivement, qui sera extrait de ça. Mais quelque part, il y a une espèce de genèse de Pepper là-dedans, dans le fait qu'il y a ce rapprochement de collaboration entre Paul McCartney et George Martin. Qui avait déjà été initié avec Yesterday, C'est vrai qu'ils avaient vraiment une proximité depuis lors, mais c'est vrai que quelque part, les bases de ce qui va être la dynamique du studio de Pepper, vraiment dirigé par McCartney et Martin, va quelque part mener un petit peu de cette expérience-là. Alors pendant ce temps-là, George, lui, il bosse encore le sitar, etc. Il est déjà allé en Inde avant d'y aller avec les autres. Ouais. Et Lennon en profite pour tourner un film de Richard Lester qui avait déjà fait Hardest Night et Help, qui s'appelle I Want the War. I Want the War. Bah ouais. Sur une chanson sur la guerre d'Espagne. Oui. Que j'ai pas vu personnellement. Non, c'est tourné en Espagne, mais pour des raisons plus fiscales qu'autre chose. Enfin, l'Espagne franquiste d'ailleurs, faut quand même pas oublier ça à l'époque. Mais il y avait en Espagne tout un complexe autour de Almeria. Oui, c'est toujours le cas d'ailleurs, où beaucoup de westerns ont été tournés. Les westerns de Sergio Leone, notamment, là, plein de choses comme ça. Donc voilà, c'était un lieu où il y avait beaucoup de films qui se faisaient parce que ça coûtait pas cher. Mais bon, Lennon, c'est bizarre parce que Lennon, en fait, même s'il voulait arrêter de tourner, et que selon la légende, c'est vraiment McCartney qui est vraiment le dernier qui était le plus résistant à continuer à tourner. C'est le moment où McCartney dit aux autres, bon bah vous avez raison, on arrête, etc. En fait, même si Lennon exprimait sa lassitude de tourner avant, quand ça devient effectif, le fait qu'ils arrêtent de tourner, Lennon, qui était déjà dans une spirale un peu dépressive, ça le rend dépressif encore plus
le fait d'arrêter de tourner parce qu'il se demande vraiment à quoi ça sert d'être dans un groupe de rock s'il joue plus. Et c'est pour ça qu'il se garde, il continue d'être occupé en acceptant la proposition de Richard Lester. Ouais, et puis en plus, je pense qu'il n'avait pas envie de trop de rester à la maison. Le mariage avec Cynthia était en train de se terminer. Et du coup, Julian Lennon venait de naître, quoi, en fait. Ah bah non, il était né en 63. Il est de 63, Julian. Oui. Ouais, enfin, en tout cas, il était à l'âge où il a besoin d'un papa, donc il fuit un peu le... En tout cas, surtout, oui, effectivement, ne plus partir en tournée en permanence, le cantonner un petit peu à un rôle domestique, etc. Et bon, effectivement, c'est pas évident. Forcément bien de le dire. Enfin, bon. Donc c'est quand il se retrouve au début de l'année 67 pour enregistrer... non, c'est pas 66, en novembre. Qui se retrouve pour enregistrer ce qui sera le single d'avant Pepper, qui est Strawberry Fields Forever, Penny Lane. Et ils commencent aussi à enregistrer When I'm 64, voilà, qui était une chanson qui existait depuis 62. Ouais, c'est ça, 62, c'est le premier morceau de Paul. Ouais. Complexe. D'ailleurs, c'est génial, donc, quand il a fait l'émission là-bas à Liverpool, le Carpool Karaoke. On le voit rejouer When I'm 64 sur le piano de la maison d'enfance, et c'est assez génial, et surtout qu'on sait que... Surtout quand on sait que ça n'a jamais été joué sur scène, donc c'est le seul témoignage récent en fait de McCartney qui rechante ça à plus de 64 ans du coup, qu'il aurait cru à l'époque. Donc du coup, ouais, là ils se mettent à bosser sur deux ovnis là, enfin le single quand même, Strawberry Fields Forever, c'est quand même là aussi Martin contribue beaucoup avec Lennon. Finalement, ils bossent tous ensemble là, c'est vraiment une unité. Alors, de groupe. Pour commencer à parler de ça, je pense une fois de plus qu'il faut insister sur le fait que, en conséquence du fait qu'ils ont décidé d'arrêter les tournées, ils se projettent dès le départ dans une optique où, en fait, plutôt que de le prendre de manière dépressive, cet arrêt des tournées, ils mettent un point d'honneur à y fixer un objectif, à dire, même si sur Revolver c'était déjà objectivement le cas, mais là il n'y a plus aucune barrière. De toute façon, cet album, on n'aura pas à tourner avec, donc c'est la porte ouverte à toutes les expérimentations, et on fait ce qu'on veut. Pet Sounds est vraiment l'album, Pet Sounds des Beach Boys est vraiment l'album qui a le plus tourné, et à mon avis qui a été justement dans l'été tourmenté qu'ils ont pu connaître aux États-Unis. Ça a à mon avis été une énorme bulle d'oxygène dans laquelle ils se sont réfugiés, et où ils ont vu à double titre la voie à suivre. Premier titre, le retour vers l'enfance. Et deuxième titre, effectivement, s'interdire absolument rien en termes de recherche harmonique, d'ajout de couches musicales et d'appel à des musiciens extérieurs pour venir enrichir tout ce que ça va être. Et donc, je pense qu'il faut... après, Pepper n'a pas été ça. Et quelque part, ils vont revenir à ça quelque part avec le projet Magical Mystery Tour, je pense. Mais au départ, quand ils sont face à la page blanche, c'est ce retour à l'enfance qui est le premier fil qu'ils commencent à tirer. Et Lennon... c'est pour ça que tu penses qu'il parle des endroits de Liverpool dans ce 45 tours. Exactement. Donc Lennon écrit Strawberry Fields quand il était encore en Espagne sur le tournage du film de Dick Lester. Richard Lester, Dick, oui. Et donc, effectivement, il se replonge dans l'espèce de fantaisie, fantaisie dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire l'espèce de rêve de retour à l'enfance et des espèces de rêves éveillés qu'il faisait enfant dans ce fameux parc adjacent au locaux de l'armée du salut à Liverpool, qui s'appelait Strawberry Field. D'accord. Et donc sur une espèce d'ébauche, parce que là c'est très documenté. On a les démos de Lennon sur l'anthologie, et puis maintenant sur la version deluxe de Sgt Pepper. C'est assez incroyable. Il arrive avec une petite chanson
Enfin, une chanson magnifique Ouais. à la guitare sèche, et puis ça va complètement partir dans une explosion de production. Bah, Là. complètement. Avant-gardiste pour le coup, mais vraiment, vraiment plus fort que les expérimentations de Revolver, je trouve, moi. Et puis là, vraiment George Martin, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'ensuite Pepper va se faire de cette manière-là. C'est parce que en fait, ils vont avec ça faire le patron de de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire ne pas forcément avoir une chanson très structurée, très très finie au départ, mais profiter des bidouillages de studio Ouais. pour arriver à un truc génial. Et évidemment, ce qu'on sait avec Strawberry Fields, c'est qu'en fait, ce qu'on entend quand on écoute Strawberry Fields, Version ralentie. c'est pas du, bah c'est en fait c'est deux prises surtout. Ouais, ouais, C'est la monter juxta- l'une et l'autre. C'est la juxtaposition de Ouais. deux prises. En hommage avec- à Emmerich, d'ailleurs, qui était toujours vraiment très très fort pour mettre sur la bande les idées des Beatles, quoi. Avec cette voix bizarre que Lennon a à la fin et qui s'explique tout simplement que cette prise, cette partie-là, c'est la prise légèrement ralentie. Ah ouais, Et c'est pour ça ouais, qu'il a la même voix, sacrément, ouais. et c'est pour ça qu'il a la voix déformée. Et d'ailleurs, comme tu le mentionnais, le coffret sorti l'année dernière, enfin en 2017, ouais. à l'occasion des 50 ans de Sgt Pepper, nous permet d'avoir la prise complète de cette version qui est donc À la bonne vitesse. en deuxième partie à la bonne vitesse. Ouais, ouais, c'est assez fabuleux. Donc Penny Lane, pareil, il parle il décrit un peu le quartier de son nom de un quartier de Liverpool, Bah, et le où il y a quartier, aussi vraiment les boutiques ont existé, le barbershop existe, Voilà. etc. Et après, c'est une chanson. Bah, du coup, moi je préfère Strawberry Field, mais bon. Ah bah oui. Penny Ah. Lane, en fait, c'est une double face A, il n'y a vraiment pas de chansons qu'ils n'arrivent pas à choisir, et les deux chansons sont illustrées par des Scopitone assez savoureux, et notamment Strawberry Field, c'est pour moi un des plus grands clips qui ait jamais été réalisé par un réalisateur suédois, et je trouve que le clip est autant avant-gardiste que la chanson, et c'est absolument magnifique, surtout dans la version restaurée que vous pouvez trouver sur le coffret One en Blu-ray, c'est juste absolument magnifique. Ah oui, non mais c'est vraiment tout à l'honneur des Beatles d'avoir été vraiment c'était avant les années Apple, etc. Et dès ce temps-là, là encore, c'est un peu les connexions de McCartney qui Oui, était très en contact avec tous les artistes, tous les gens un petit peu jeunes et innovants et qui étaient complètement dénués de liens et de carcans de l'establishment qui pouvaient traîner à Londres à cette époque-là. C'est encore le Swinging London et vraiment Londres attire tous les talents, tous les curieux de l'Europe entière. ceux qui ont envie de faire bouger les choses. Et quoi. vraiment, on imagine tout à fait que sur sans doute la base d'une simple discussion, d'une rencontre dans un club discothèque Ouais, un truc informel, quoi. qu'il y avait à Londres à ce moment-là, il a été convaincu par les idées un peu farfelues de ces réalisateurs suédois pour leur permettre direct de faire un clip à petit budget pour les Magnifique, Beatles. en couleur, vraiment superbe. Quoi. Et alors, chose à mentionner, etc., et qui est vraiment importante à noter, surtout à notre époque où les musiciens, toutes les personnes publiques se doivent de tenir au courant sur leur image, etc., en permanence, via les réseaux sociaux, etc. Là, c'est une époque où, une fois de plus, et c'est pas la première fois et pas Oui. la dernière, mais une fois de plus, les Beatles arrêtant la tournée, les Beatles en plus deviennent invisibles pendant Oui. cette période-là médiatiquement, et tout le monde, mais partout dans la presse, tout le monde dit que les Beatles se sont démodés, sont finis, sont court d'idées, ouais. etc. Et il commence à y avoir des photos qui se baladent par-ci par-là, des Beatles avec des moustaches, alors Ouais, personne c'est ne comprend ça. ce qui se passe. Et voilà, quoi. Là, ce 45 tours là, qui sort prend un petit peu tout le monde au dépourvu, et je pense que dans un premier temps, les gens ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Ouais, bah Et d'ailleurs, le 45 tours ne sera pas numéro 1. Ouais, d'ailleurs, c'est leur premier qui n'est pas numéro 1 depuis Please Please Me, quoi, tout simplement. Mm.
Donc assez marrant, donc c'est dans ces ambiances. Je sais, ils ont décidé, oui, ils devaient un 45 tours à EMA, c'est pour ça que ça a été fait assez vite, Strawberry Field, Penny Lane, et tout ce qui va être enregistré après, donc figurera sur l'album. Je ne sais pas s'ils devaient un 45 tours à EMI, en tout cas, je crois qu'ils attendaient Brian ça. Epstein, parce qu'il faut quand même oublier ça. C'est toujours là. Brian Epstein est toujours là, et puis surtout Brian Epstein, à partir du moment où les Beatles ne sont plus en tournée, il voit son rôle vachement diminuer, parce que Brian Epstein, c'était avant tout ça son rôle. Dès qu'il s'agissait de faire des disques, c'était George Martin qui avait les rênes, mais Brian Epstein, là où il tenait le truc, c'est parce que c'était lui qui organisait les tournées. Il a dû en souffrir, quoi, lui, pour le coup. Et donc, pour lui, c'est un vrai bouleversement, c'est quelque chose, il se sent plus du tout utile, et donc c'est vraiment lui qui va quand même essayer d'avoir des dernières prise d'initiative en disant Beatles, non, vous avez été silencieux et invisible pendant trop longtemps, il faut sortir un truc, D'ailleurs, il me semble que, justement, quand Brian Epstein, justement, essaie de leur trouver des choses à faire que lui peut mettre en place, il leur dit pas, est-ce que ça vous intéresse de faire l'émission en Mondiovision pour une disent là, les Beatles sont hyper agacés qu'on leur ait pas demandé leur avis, quoi. Ils sont assez furieux que Epstein continue à prendre des décisions malgré eux. Oui. Et il commence à avoir de sacré ego. Je pense que la cocaïne commence un peu à traîner aussi. Et que McCartney aimait bien ça, quoi. En tout cas, et ça le maintenait créatif et hyper en forme. Alors que on décrit Lennon plutôt dans un état de léthargie sur tous ces enregistrements de Lennon est un peu aux abonnés absents. Oui. Voilà, il prend un peu d'acide de temps en temps. Il y a cette fameuse anecdote où il monte sur un toit, etc. Et que tout le monde a peur qu'il... Parce que c'est Martin qui lui dit va t'aérer sur le toit et les autres savent qu'il a pris de l'acide. Ils disent non, le toit, surtout pas, quoi. Donc voilà, donc du coup les Beatles se retrouvent donc au début des années 67 pour enregistrer. Donc après avoir fait When I'm 64, ils vont s'attaquer à l'enregistrement des chansons qui seront sur Sgt Pepper. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout d'idée d'album concept. Et d'ailleurs, l'album, est-ce qu'il est concept ou pas? Peut-être qu'on aura un débat plus tard. Oui, mais oui. il est plié, c'est quoi? C'est que c'est un album concept ou pas? Non, c'est pas un album concept. Il y a une fin, il y a un début, et puis au milieu, il y a une collection de chansons. Non, mais McCartney, un début, une fin plutôt. Justement, c'est à ce moment-là, à partir du moment où en tout cas les enregistrements de fin 66 sont effectués et qu'ils ont vu qu'ils pouvaient avoir quelque chose, McCartney revient et ramène une idée qu'il avait griffonnée au retour d'un voyage aux États-Unis qu'il avait fait après la fin de la tournée, et où il avait un peu pris le pouls de la nouvelle scène californienne, et il s'était beaucoup amusé des noms à méga rallonge que les groupes empruntaient là-bas. L'avion même comme qu'il a eu. Joe, and the Fish. Et donc, il se dit, précisément, voilà, quoi. Là, on a un vrai problème d'identité pour qu'est-ce que ça va être cette nouvelle ère sans donner de concert. Et il se dit, bah tiens, autant partir sur l'idée à complètement effacer l'identité des Beatles derrière autre chose. Et une fois, il est aussi vachement influencé par tous les courants artistiques qui l'intéressent beaucoup, et des courants un peu surréalistes, dadaïstes, quoi, qui justement vont vers l'absurde, etc. Enfin, il y a une idée très très proche de Magritte, d'ailleurs, qui reviendra ensuite, Magritte avec la pomme. Mais voilà, c'est un peu Sgt Pepper, c'est un petit peu une nouvelle version de Ceci n'est pas une pipe, quoi. Comme ils disent, ceci n'est pas les Beatles, c'est Sgt Pepper, alors que tu vois quand même que c'est les Beatles qui sont là. Enfin bon, bref. Donc je pense qu'il y a vraiment un petit peu de ça. Du coup, donc le nom du groupe choisi sera Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, et très vite ça va lui inspirer l'idée de la chanson. Mais d'abord il commence à travailler donc sur A Day in the Life, qui va devenir une chanson absolument légendaire et une des plus grandes fins d'album de l'histoire. Donc ils enregistrent cette version assez épurée qu'on peut entendre sur l'anthologie 2, disque 2, où il y a juste du piano, de la basse et l'embryon et la chanson de Lennon, quoi. La chanson de Lennon, parce que il y a deux parties dans cette chanson. Il y a la chanson de Lennon et la chanson de McCartney, Woke Up, Get Out of Bed. Et au milieu, donc, il laisse 24 mesures à vide, en se disant on verra plus tard. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est qu'on prend le temps de faire les choses, et que même si c'est pas structuré, on trouvera une bonne idée plus tard. Et donc là, l'idée, c'est de faire venir un orchestre symphonique. Donc il faut quand même savoir ce que ça veut dire à l'époque en Angleterre de faire venir un orchestre symphonique. C'était quand même des gens d'une génération d'avant-guerre, largement.
Et du coup, ils étaient un peu réticents à venir travailler pour cette bande de hippies à moustache, drogués, et qui sont aux commandes complètement. Là, c'est McCartney qui est dans un état pas possible pendant cette session. Donc, pour détendre un peu l'atmosphère, l'idée, c'est qu'ils commandent des masques, des faux nez, des espèces oui, c'est ça, des masques, des faux nez, etc. Donc, il y en a qui jouent le jeu, mais d'autres pas vraiment. Et alors là, quand McCartney dit non, il n'y a pas de... c'est pas écrit, vous allez jouer la note la plus... partir de la note la plus basse pour arriver à la note la plus haute, c'est ça en fait. Oui. Et il y a 2 prises, quoi. Ouais. On les entend d'ailleurs en entier dans le coffret, c'est génial qu'on entend des ballons, parce qu'il y a une ambiance de kermesse, quoi, dans le studio, et on entend des ballons... Avec beaucoup d'invités de Beautiful People. Et je pense... on voit dans le clip, il y a Jagger Richards, tout ça, ouais, et je pense que là encore, il y avait aussi une arrière-pensée de la part des Beatles par rapport à... Ils voulaient que le bruit se répande que les Beatles étaient invisibles, mais putain, ce qu'ils préparaient, ça allait être énorme. Ouais, du jamais vu, quoi. Et je pense qu'ils avaient un côté un petit peu égotique à dire regardez les mecs, désolé, mais on est un petit peu au-dessus quand même. Allez-y, faites mieux maintenant. Et donc, il y avait que les Beautiful People qui savaient ce qui se passait un peu. Et donc, l'idée, c'est qu'après, en sortant de là, les mecs disent putain, on était anxieux avec les Beatles, mais là, ce qu'ils font, c'est. Et là, ça commence, le bruit courait qu'ils étaient en train de préparer un truc génial. Quoi. Parce que finalement, l'album a de concept que le titre de l'album, le premier morceau, donc, la reprise et Day in the Life. Sinon, le reste au milieu, c'est une collection de chansons qu'ils vont enregistrer là pendant tout l'hiver. Tout à fait. Mais une fois de plus, effectivement, il n'y a absolument pas de lien narratif ou quoi que ce soit, ça c'est certain. Mais ce qui quand même garde à tout l'album une peinture, une cohérence de Sgt Pepper, c'est que ils font l'écriture des chansons, dans l'écriture des chansons et dans la façon et dans les choix de production effectués, c'est une rupture avec ce qui était identifié comme Beatles, et ce sont des chansons qui pourraient être les chansons interprétées non pas par les Beatles, mais par Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et s'il y a une idée de concept, il est vraiment là, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui donne la cohérence. Oui, parce que c'est ce qu'à la fin de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, la chanson, on introduit le chanteur Ringo, qui s'appelle Billy Shears, et qui interprète après We Feel It Dead from My Friends. Donc il y a des petits liens, mais bon, c'est discutable. Oui, puis en termes de prod, en termes d'objets, il y a... franchement, on peut chipoter, on peut chicaner, mais Think Sig a Hole, je l'aurais pas imaginé sur Revolver ou sur Rubber Soul. Listen to the Sky with Diamonds, c'est pareil, etc., tu vois. Ouais, t'as raison. Et du coup, alors on va un peu parler on a parlé déjà de l'état de McCartney, l'état de Lennon, et Harrison là, donc qui est parti en Inde, là, lui aussi commence un peu à en avoir marre de ce monstre à 4 têtes. Pour le coup, Harrison et Lennon, en fait, c'est vraiment McCartney, il est là-dessus à 200%. Et Lennon y est à 50, Harrison à 30. Ringo il apprend à jouer aux échecs. Voilà. et il joue magnifiquement bien de la batterie. Donc Ringo, sans doute qu'il s'emmerde, mais de toute façon, Ringo, il n'a jamais eu quelconque prétention à avoir un rôle proactif. Ouais, mais comme tu dis, comme il ne tourne plus, du coup, il a vraiment plus que ça, et il s'emmerde. D'ailleurs, c'est là où il a appris à jouer aux échecs pour les saisons des sessions. Tout à fait. Dans le cas de Harrison, c'est que vraiment Harrison, lui, il est vraiment il est vraiment en plein dans sa crise existentielle par rapport à l'Inde, etc. Et voilà ce qui restera jusqu'au titre du documentaire de Scorsese, Living in the Material World. Là, il est vraiment a priori dans cette espèce de moment où il est complètement comme coupé en deux entre la partie de lui, qui est assez hédoniste, etc. machin, et l'autre partie, la partie plus consciente, qui est vraiment complètement tournée vers la spiritualité indienne, et qui trouve vraiment ça assez vulgaire. Et musicalement,
c'est ça qui est très intéressant, c'est que et là le rôle de Martin encore va être vachement intéressant parce que musicalement il se cantonne uniquement à être un exécutant et même un très bon exécutant. Ouais, toujours parce le que ses soliste, solos le solo de Fixing Hall justement. voilà par parfait, exemple, génial et tout ça, guitare, formidable, mais vraiment il n'en fait pas plus. Il propose une première chanson. Only Another Song qui atterrira sur la BO de Yellow Submarine. Et là vraiment Martin lui dit ouais George c'est pas terrible. Là ils sont embêtés parce qu'il faut qu'il y ait un morceau d'Harrison et ce qu'il propose en plus c'est au tout début des sessions de 67 et il arrive avec ça et il s'est pendant 8-9 prises et c'est un message qu'il envoie là, un message de mal-être. Et alors qu'il faut quand même rappeler que on sortait de Revolver où il y avait 3 chansons. Et là, et Only Another Song, c'est justement c'est une espèce de plainte contre sa condition d'auteur. Enfin, ça, c'est la suite de Taxman, version pas bien écrite et vraiment paresseuse, quoi. Un Tout peu, à fait. It's Only Another Song. Another Song, c'était la maison d'édition qui gérait les droits de Harrison. Tout à fait. Donc, on a ça et finalement, il n'y a qu'un morceau de Harrison, du coup, sur ce disque. Within You Without You. Et là aussi, ça a été... sauvé par l'ambiance indienne et George Martin. C'est George Martin qui s'est tapé, qui va a priori beaucoup parler avec George Harrison suite à son refus argumenté, compréhensif de Only Another Song. Et j'imagine que Harrison va lui dire qu'il ne se sent pas très très bien, que c'est l'Inde. Et Martin, qui a la réponse intelligente, à mon avis, qui s'imposait, c'est mais George, fais ce que tu veux. Mais l'Inde, utilise-le dans une chanson, fais ça, parle de spiritualité, ça me semble tout à fait pertinent, etc. Et effectivement, oui. Parce que les autres ne le croyaient pas en lui. D'ailleurs, quand il arrive avec quand il chante à la guitare la chanson We Feel We Are Shoot, j'arrive pas à le dire. Emmerich se dit ah non, ça va pas recommencer comme sur Only Another Song, quoi. Il avait l'impression que c'était un truc monotone sur une gamme, mais c'est sublime sur l'album et ça a complètement sa place en fait. Ça a sa place et puis surtout vu les ventes colossales, on verra ça après, de l'album, etc. Ce côté référence, etc. Mais c'est tout d'un coup, encore plus que Love You Too qui était sur Revolver, tout d'un coup c'est toute la culture de l'Inde, etc. qui va arriver dans les salons de tous les jeunes occidentaux et provoquer une ouverture incroyable. Enfin, c'est très très émouvant en fait de penser à toute une civilisation qui va arriver dans le mainstream comme ça par un petit gamin de Liverpool qui pète les plombs. Ça reste un des trucs dans le top des choses les plus émouvantes sur l'apport des Beatles à la culture occidentale. Et du coup, Harrison, voilà, donc un morceau pour lui. Et McCartney est quand même omniprésent. Donc du coup, il y a Sgt. Pepper, A Day in the Life, c'est Lennon avec un petit bout de McCartney. Mais il signe une chanson que moi je trouve absolument formidable, qui est une des meilleures de l'album, c'est She's Living Home, encore sur une chanson de la difficulté d'être parent et une fille qui fuit à l'adolescence de ses parents. C'est absolument bouleversant et là c'est George Martin qui devrait être crédité pour ça, quoi. Alors au premier degré oui. Rappelons quand même que She's Living Home peut être un petit peu considéré comme le pendant en version McCartney-Lennon de ce que A Day in the Life est en Lennon-McCartney, c'est-à-dire une chanson principalement de McCartney avec Lennon qui apporte une contribution d'écriture. Ouais, tu parles des réponses à la voix des parents, en fait. On n'a jamais pensé qu'à nos gueules. L'amusement, c'est la seule chose que tu peux pas acheter. Enfin, c'est formidable. Donc ça, c'est un des plus grands trucs. Ça me refait frissonner. C'est bien. Mais là aussi, et puis aussi, autre comparatif entre She's Living Home et A Day in the Life, c'est quand même à chaque fois des textes, des histoires piquées dans les articles de presse. Ouais, c'est vrai. Dans les deux cas. Donc c'est aussi pour ça que, l'histoire est touchante, etc. Mais du point de vue des Beatles, il y a une vraie... il y a aussi un côté à s'amuser. Il y a un côté second degré.
faut pas prendre She's Living Home purement au premier degré sur la dramaturgie d'une fille qui fait une fugue. Et il y a aussi le fait, voilà, là, il y a une histoire dans la presse, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la poésie avec ça et tout ça. C'est pas vraiment une histoire. C'est presque le côté de Dylan, là, de s'emparer de ce qui se passe. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, ils arrivent vraiment à un moment où ils arrivent à mettre tout dans la marmite et faire un truc formidable. She's Living Home finit bien la face A. Que tu faisais le parallèle entre Day in the Life et She's Living Home. Ça, c'est intéressant aussi dans l'histoire, dans l'idée du concept finalement. Oui. Parce que l'ordre des titres est hyper important, quoi. Oui. Parce que, voilà. Enfin, je t'ai coupé, tu avais un truc à dire là-dessus parce qu'il y a plusieurs suites en fait dans ce disque. Non, mais pour aussi dire que quand même, en filigrane, la thématique de l'enfance, de la jeunesse et de la non-pertinence à passer à l'âge adulte et aussi quelque chose qui reste un petit peu sous-jacent tout au long de l'album. Regarde, We Fall in Love with My Friends, c'est encore l'esprit bande de potes de 20 ans. Lucy in the Sky, c'est un dessin du fils de Lennon. On va en reparler. Paying for the Benefit of Mr. Kite, qui est plus ou moins la lecture d'une affiche de cirque. Et on peut traduire ça aussi comme Lennon qui revient en enfance et qui juste parle avec émerveillement de ce que la lecture quand tu es d'un point de vue d'un enfant, la lecture de ce qui va se passer durant un spectacle de cirque peut évoquer comme fantasmagorie, et donc là toute la production que Martin va créer là-dessus est là pour l'illustrer. Mais donc on est toujours du point de vue de l'enfance, donc c'est aussi quelque chose qui reste quand même dans le projet Pepper. Et il y a un truc qui est marrant, donc si tu prends les 3 premiers morceaux de l'album quand même, je pense que c'est, peut-être que je me trompe, mais sur un best-of d'un groupe, c'est le seul exemple où on a le début de Pepper en entier, parce que ça fait vraiment une suite pour moi. Il y a Sgt Pepper, donc l'enchaînement Billy Cheers with a Letter from a Friend, et donc Lucy in the Sky with Diamonds, qui du coup c'est la première apparition de Lennon au chant sur l'album. Et là, enfin, je veux dire, on parlait de Harrison qui se contentait d'un rôle de guitariste, mais alors quelle intro, c'est lui qui trouve ce motif de guitare absolument fabuleux, quoi. Et là donc c'est inspiré par un dessin de Julian, et il dit qu'est-ce que tu dessines, c'est Lucie dans le ciel avec les diamants. Et cette Angleterre puritaine va quand même réussir à faire une polémique avec les initiales du morceau et LSD. Enfin bon, voilà. Là je fais un peu mon Michel Pollux people, mais là où je veux en venir, c'est quand même Lennon, même si tu disais qu'il était t'as dit 50, t'as dit 50%. Là, il nous sort un truc d'une beauté absolue, quoi. C'est digne d'un morceau classique. Martin même pense que c'est proche de Mozart. Hein. C'est lui qui en parle dans le making of. Et c'est marrant donc que cette suite soit reprise dans le bleu. Oui, c'est vrai. Donc à mon avis, il y a aussi eu un retour à l'achat de Pepper grâce à ce truc-là, quoi. C'est une suite. Donc en fait, je suis en train de me convaincre qu'il est vraiment concept, en fait, cet album. Il y a plein d'idées. Il n'est pas concept comme Tommy est concept, quoi. Non, mais il n'est pas concept comme les albums de Pink Floyd étaient concept. Ce qui en fait un meilleur album que Tommy et que les albums de Pink Floyd. Enfin, en tout cas, ce qui est un album qui sera intemporel. C'est intéressant aussi d'avoir des albums avec. Donc du coup, après, il y a des chansons qui sont un peu deux, trois chansons de Paul dont on parle moins, qui sont pas sur les compiles. Je pense à Getting Better, Fixing the Hole et Lovely Rita, qui sont un peu rock, même, tu vois. Ce sont des chansons sur lesquelles il est revenu dans une période assez récente sur scène, d'ailleurs. Ah oui. Pour le plaisir des spectateurs. Fixing the Hole, et ça a été joué, alors à deux occasions, ah bon lors de la tournée 93. Il l'a joué de temps en temps. D'accord. Et aussi, il en faisait une version piano. Sur la tournée, avec les carrés. Non. Aussi, oui, peut-être, oui. C'est sur la tournée où il y a les carrés par terre. Donc la tournée Chaos. Space with Us. La tournée Chaos avec Creation de Backyard aux États-Unis. Donc voilà, mais ça, on pourra en faire un petit. Sur la tournée 2005. Non, sur la. Non, mais sur les morceaux qui ont été repris en live, pas McCartney, parce que malheureusement les autres. Je pense pas qu'Harrison ait joué même c'est sûr, il n'a pas joué Within You, We Fear You. Lucy in the Sky sera repris par Elton John avec Lennon sur scène au Garden en 75. Ça marquera d'ailleurs la dernière apparition de Lennon. Mais on s'échappe un peu. Donc on a parlé de tous les morceaux de la face A quasiment. Donc Being for the Benefit of Mr. Cage, je pense que tu l'as dit, et voilà, c'est parfait. Et puis encore le boulot de Martin qui allait chercher au sous-sol des archives Abbey Road des banques de sons. C'est là où sont tirés les sons de cirque, en fait, cette espèce d'ambiance de cirque.
Et c'est vrai que quand tu prends l'anthologie et que tu écoutes juste les backing tracks, c'est vrai que c'est très dépouillé, il n'y a rien, mais c'est tellement pur. Parce que rappelons qu'ils enregistraient en 4 pistes. Donc pour rajouter des effets, il fallait effacer des choses. Donc il fallait toujours faire un effet de ping-pong. Et en 67, déjà, je pense que la plupart des studios à Londres, en tout cas, sont équipés en 8 pistes, quoi. Donc c'était d'autant plus une prouesse encore plus... du coup, sur la phase B, donc ouais, on a évoqué tout. On n'a pas parlé de Good Morning, Good Morning. Oui. Avec l'idée farfelue à la fin de... à la base, l'idée, c'était que chaque animal qui bouffe l'autre apparaisse, en fait. Donc c'est pour ça que les oiseaux arrivent en premier, et chassés par un chat, je sais plus dans quelle ordre, la vache. Bon, finalement, ça se noie un peu dans le mix et tout. Mais ça a été inspiré par, je pense, Lennon qui se fait réveiller un matin par une télé qui est restée allumée. Une publicité, il y a une oui. pub pour Cornflakes. Voilà, c'est ça, ouais. Et après, le texte, il parle de quoi? Parce que j'ai jamais trop fait gaffe. Sur en fait... de société de consommation. Oui, et puis il parle de lui aussi. Enfin, Lennon, comme toujours, il s'apitoie sur lui-même. Et puis c'est un peu la suite d'Amanly Sleeping. En fait, il parle de sa difficulté à se lever du lit, plus ou moins. Nothing to do. La paresse, quoi. Qui reviendra aussi dans I'm So Tired en 68. Aussi, oui. Donc voilà, puis donc le final, quoi, In the Life. Donc les cordes ont été ajoutées et il reste à trouver l'idée de la fin. Et là, il y a des grands débats entre les Beatles. Il y a super bien documenté encore dans le coffret pour savoir comment on allait finir. Ils voulaient finir sur un grand accord final. Mais la première idée, c'était de faire des donc il y a une prise où on entendait tous les Beatles essayer de faire et de tenir le plus longtemps possible. Ça se transforme en échec. Et après, il y a l'histoire des pianos. Genre, je sais pas, tous les pianos d'Abbey Road sont réquisitionnés. Il y en a 3. Il y en a 3, ouais, mais puis Trafic et Emmerich fait un travail formidable. Et là, paf, ils doivent plaquer l'accord en même temps. Et Paul, Ringo et Mal Evans. Ah ouais, bravo. Chacun sur un piano, ils n'étaient pas à plusieurs mains, tu crois pas? Je crois qu'ils étaient même à plusieurs mains. D'ailleurs, ils ont du mal à la mettre en place. Il y en a toujours un qui met une petite note dégueulasse. Et après, il y a plein d'idées. Je crois qu'il y a un ultrason qui était censé seulement être détectable par les chiens. Ouais, c'est ça, pour que les chiens aboient. Et parce qu'il y a une piste qui n'en finit pas, en fait. Alors, et après, sur le vinyle. Voilà, mais même en CD, ça a été repris de manière. Ça s'appelle même Inner Grove sur Rarities. Oui, absolument. C'est see any other way, I never see any other way. Et ça, voilà, c'était censé en fait que le sillon saute. Il n'y avait pas cette volonté-là qu'en fait, si t'allais pas toi, que le disque ne se finissait jamais. Voilà, en fait. c'est ça. Si tu t'endormais, ça rend fou. Moi, petit, ça me faisait peur, ce passage de Sgt Pepper. Et du coup, donc ça sort quand? Ça sort en juin 67. Tout début juin. Et là, tout de suite, on prend une tarte. L'anecdote la plus fameuse, c'est Hendrix qui, le lendemain, joue au Savy Theater, qui d'ailleurs, c'était la propriété de Brian Epstein, enfin, c'est lui qui était en gérance de ce truc-là. Et Hendrix ouvre le concert avec Sgt Pepper qui était sorti la veille. Donc ça, c'est McCartney qui te raconte ça à chaque concert. C'est un grand honneur pour lui. J'ai connu Jimmy. Il a repris une de mes chansons, il ramène ça à lui, c'est génial. Et là, oui, non, tout le monde change, quoi. Comme dit Richard à propos d'Elvis, la Technicolor arrive, quoi. Enfin, là, c'est même plus que la Technicolor, c'est la 3D, quoi, en fait. Bah oui, là, c'est un peu... Je pense que tout le monde a dû faire la gueule. Hein. Ouais. Enfin, putain, bon, bah... Ouais, non, je pense qu'il y a des gens qui ont arrêté la musique, hein. Je sais pas, mais en tout cas, ça... des gens qu'on connaît pas, du coup, mais... déjà Brian Wilson. Le premier concerné, Brian Wilson, quand même, qui était... l'enregistrement de Smile commençait vraiment à devenir pesant, un peu cauchemardesque, parce qu'il y avait plein de choses, il devenait complètement parano, et il y a plein de choses qui se passaient pas. Enfin, et la première d'entre elles, peut-être, c'était quand même que... les autres membres du groupe ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient faire et aller au studio à contre-cœur. Et Brian Wilson, en fait, a priori, McCartney se pointe au studio parce qu'il était en visite en Californie à ce moment-là, après que Pepper a été terminé. Il devait fanfaronner partout dans le monde. Et en fait, Brian Wilson dit t'es là, tu voudrais pas venir manger des carottes dans le micro pour moi? J'ai une chanson qui s'appelle Vegetables. Et McCartney dit c'est très bonne idée et tout ça, machin. Et qui mangeait encore beaucoup de cochons. et donc il vient, et effectivement, McCartney fait partie des gens qu'on peut entendre dans l'enregistrement de Vegetables des Beach Boys en train de manger des carottes. Ouais. Et puis évidemment, une fois le bouton off appuyé et qu'il y a une pause, tiens, au fait, Brian, regarde le dernier truc qu'on a fait avec les Beatles et tout ça, et tu me diras il lui met Sgt Pepper. Et l'autre, là c'est fini. Arrêtez les sessions, arrêtez tout. Non, c'est vrai que c'est reçu et
y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise critique, hein, tout le monde est dithyrambique, non? Oui. On peut toujours trouver un mec qui a voulu prendre tout le monde à contre-pied, mais... En plus de ça, la campagne marketing de EMI est... oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'histoire de la pochette, justement, voilà. qui est hyper importante, je pense, Bien sûr. parce qu'on passe aussi dans l'ère où on a envie de posséder l'objet tellement la pochette est pleine de symboles. Michael Cooper? Non. Pour la photo et ouais. surtout Peter Blake Voilà. pour la conception. Donc ouais, il y a eu plusieurs idées, mais c'est celle-là qui est retenue. Et c'est quoi? Ils avaient tout. Je crois que Lennon voulait Hitler, par exemple. Il y avait des Voilà. trucs comme ça. Et Enfin, Gandhi. oui, mais bon, c'est pas dans le même registre. Hein. Non, mais... Gandhi aurait pu passer, mais je crois que c'est... Non, c'est- il n'est pas passé parce que les... Non, Oui, la famille voulait... Non, et Qui voulait pas les autorités anglaises... Ah d'accord. Les autorités anglaises. IMI ne voulait pas parce que Gandhi, ça, on est quand même pas très très longtemps après l'indépendance de l'Inde par rapport à l'Empire britannique. Donc bon, Gandhi, c'était quand même une personnalité. Mais Hitler, il n'y a franchement pas de raison que ça ne soit pas passé à l'époque. Non, Quoi. aujourd'hui, ça passerait comme une lettre à la poste, Ouais, pas c'est demander ça. au Gigi, mais voilà. Ah, fou, ouais. Enfin, en tout cas, ouais, super pochette avec... Il y a qui? Il y a tout le monde. Enfin, il y a Fred Astaire. Moi, je me souviens quand j'étais Il y a petit. Dylan, Il y a Dylan, il y a Mohamed Ali. ouais. Il y a Stockhausen, Voilà, Stockhausen, Einstein. ouais. Enfin bon, voilà, on n'a même pas la pochette sous les yeux. Donc, Il y a et- Johnny il y Westmuller, a une poupée qui dit Welcome to the Rolling Stones. Voilà. On en reparlera dans... il y a Brando, Ouais. voilà. Il y a James Dean. Ouais, Il y a Charlie Chaplin. ouais. Ouais. Tony Curtis. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et donc, ouais, cette pochette, et puis une espèce de... Alors, vous connaissez tous l'histoire de la mort de McCartney au Kenya en 66, cette espèce de rumeur qui était diffusée, et quelques fervents idiots, enfin, en tout cas, adeptes de la déconstruction et d'inventer des mythos, enfin, moi j'ai oublié le terme, mais... parce qu'il y a une espèce de tombe, en fait, on a l'impression qu'ils sont au pied d'une tombe, Oui, oui. et je sais pas trop ce que ça représente, en fait, devant cette guitare, enfin, cette espèce de cercueil... Enfin, moi, tu vois ça comme ça ou pas du tout? Tu vois Non, la pas, terre... pas vraiment, enfin bon, bref. Ouais, voilà, le concept de la pochette... Non, mais avant tout, Est-ce que- avant tout, c'était une espèce de pochette, oui, avec un côté un peu biblique. Moi, ça m'a toujours donné plutôt des images bibliques, un petit peu comme Ouais. comme la représentation de la scène, quoi. avec des Et, costumes de carnaval, quoi. et C'est ça avec, qui est drôle. et avec quelque part, oui, les Beatles qui venaient là délivrer un espèce de message divin au monde. Et Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça comme ça, Ouais. quoi. Et les costumes, finalement, c'est aussi un peu un truc d'enfant. On va se déguiser Bien sûr. en Bien un sûr. orchestre. Enfin, voilà, ils sont vraiment tripés, les nonnes en Bien jaune et sûr. tout. Et puis les moustaches qu'on découvre quand on ouvre le gatefold Ah oui. du vinyle avec les 4 têtes sur fond jaune, Mm. colorées à mort. Enfin voilà quoi, et donc 20 ans après, il y a eu une immense réédition en CD. Enfin, Bah, la c'était première l'édition, réédition en c'est CD. même pas, oui, l'édition, oui, réédition, la première édition CD, où il y avait rien en plus, hein, mais il y avait quand même un packaging qu'on voyait pas dans les CD. Il y avait un truc cartonné, un livret un peu copieux, enfin un livret CD. Donc quand je dis un livret copieux, ça n'a rien à voir avec l'édition de maintenant. Hein. Et là, ça s'est vraiment vendu. Et moi, je Ouais. me souviens que moi, je suis né en 82, je me souviens à 7-8 ans, les gens avaient des disques, du classique, du jazz, et il y avait toujours, souvent, les Beatles, il y avait le rouge, le bleu et Sgt Pepper. Ouais, ouais. Et je pense que c'est lié au fait que, justement, les trois titres de cet album sont... mais même, il y a eu In the Life, d'ailleurs, sur Oui, le bien bleu. sûr. Donc, ça fait quand même... du coup, voilà, il a été vachement racheté, et c'est ressorti. Et la version de luxe est vachement bien, qu'on aimerait Ouais, même ouais. en avoir plus. Et Et- c'était bien documenté déjà dans les années 90 avec l'anthologie, les outtakes et tout ça. Et puis, Peu de déchets, en plus, et puis aussi, aussi ce documentaire sorti pour les 25 ans qui... 25 ans, du coup Bah oui, c'était 93. en 80... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. 92, ouais. En 92 même, je crois. Mm. Et Et qui est donc- dans le coffret. qui est dans le coffret et qui a été à la fois c'est la première fois quand même que les Beatles se sont rapprochés Ouais. après, Avant l'anthologie. après la fin de tous leurs démêlés en justice. Ouais. C'est la première fois qu'ils se sont revus et qu'ils ont vraiment rebossé sur un projet commun. Que ça se passe bien comme ça a à la fois d'un côté provoqué l'opération anthologie. D'ailleurs, il y a quelques séquences tournées pour ce truc-là qui ont été reprises dans l'anthologie, notamment quant à George Martin avec sa console. Ah ouais, ou qui réécoute la voix de Lennon Voilà. en disant, il a une émotion. Voilà. Vous avez dit dès la première prise la voix de Lennon.
Et chaude et tout. Et aussi, c'est en quelque sorte le premier épisode de la fameuse collection Classic Album. Parce que c'est la même équipe. Non, c'est la même équipe qui va ensuite les faire. Même si ça s'appelle pas encore ça s'appelle Classic pas encore Album. comme ça, mais c'est la même équipe qui sur cette base-là, va commencer à tourner ces magnifiques documentaires. Et puis donc voilà quoi, un album parfait, c'est difficile. Hein, je pense qu'on a été un peu complet. Après il y a eu 50 trucs sur l'enregistrement de Pepper, c'est devenu un truc référence, tout le monde en parle. Et les Stones vont leur répondre. On fera un podcast sur cette Majesty parce que c'est hyper intéressant le parallèle et voilà, enfin, et on pourrait dire ça avec. Il y a d'autres. Zappa a voulu reprendre la pochette du disque aussi. Il a eu des problèmes avec Paul qui lui a répondu. Enfin, c'est devenu vraiment un disque de référence pour tout le monde, mais vraiment des ados jusqu'aux gens artistes. Je pense que tout le monde a acheté le disque. Tout le monde l'avait, avant tout, de toute façon. Ça s'est vendu à plus que les autres ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est leur album le plus vendu. Non, je crois que c'est Abbey Road. Ouais, Abbey Road a encore battu Sgt Pepper. Mais au-delà de ça, c'est voilà. Après. Les histoires de classement débile, à savoir si c'est l'album, le meilleur album de tous les temps ou pas, c'est complètement idiot. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est sans doute le disque qui, de façon définitive, fait prendre la pop musique au sérieux. À partir de ce moment-là, à partir de Sgt Pepper et par rapport à l'impact que Sgt Pepper a à sa sortie, tout le monde, toute génération confondue, il n'y a plus personne qui dit que la pop musique c'est un truc de gamin sans importance, etc. Sgt Pepper a un tel impact que les gens se rendent compte que là il y a quelque chose. On peut tout à fait remettre en question. Justement, il y a des théories qui disent l'inverse, que finalement Sgt Pepper est la fin de l'identité propre des musiciens en tant que tel, et que c'est le début en fait du fait qu'on peut bricoler soi-même, et que du coup en fait l'orchestre n'est plus considéré, les balles. C'est autre chose. Ouais, non mais c'est marrant. Donc du coup c'est un album important, autant dans l'amour et dans l'importance qu'il a sur la suite, mais aussi pour des gens, ça marque la fin d'une façon de vivre en tant que musicien, quoi. Peut-être, mais moi ce que je voulais avant tout mettre en avant, c'est que quelque part, Sgt Pepper fait comprendre à tout le monde que la pop musique dans sa version mainstream a vraiment un rôle à jouer et a vraiment une espèce de rôle visionnaire qui pour moi elle va garder jusqu'à en gros l'arrivée de MTV, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle va de Sgt Pepper à l'arrivée de MTV. Écouter de la pop musique, suivre ce qui se passe dans la pop musique va être une façon de tâter le pouls de la société. Et ce pouvoir-là, MTV va faire perdre ça à la pop musique. Ça va devenir autre chose. Terme, et c'est pas pour ça que la qualité va baisser, mais en termes d'impact sur la population, la vie sociale en tout cas en Occident, il y a vraiment cette période-là qui commence avec Pepper et qui va se finir avec MTV, je pense. Ouais, non, mais c'est assez juste, quoi. Et puis bon, un album magnifique, je pense que vous connaissez tous, donc voilà, en tout cas, voilà, c'était un moment que j'appréhendais de faire ce Pepper, c'est fait, et on espère que ça vous a amusé. Je vous embrasse bien fort, Benjamin, je pense aussi. Oui. Ah ben voilà, et vous avez amusé tout le monde. À bientôt tous, vous abonnez à la chaîne YouTube si vous aimez. Allez, bisous.